Bonsoir à tous, que des bonnes nouvelles ce soir. On va parler de la crise bancaire et boursière d'ailleurs aux États-Unis où les banques explosent les unes après les autres. On va essayer de comprendre ce mécanisme et savoir si ce vent de panique va souffler sur la France. On aura deux spécialistes pour ça, Nicolas Bouzou, économiste au cabinet Asterès, et Jean-Jacques Avédisian, qui est rédacteur en chef de La Vie financière. Voilà, toutes ces bonnes questions qui vont nous mettre du baume au cœur pour la soirée. Ensuite, on ira sur les meilleurs moments de la séance d'aujourd'hui ici au Sénat et sur la réforme de la Constitution, bien sûr. Et ensuite, il y aura une grande surprise, un grand film dont on va vous parler, The War, deuxième épisode, la vérité sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout de suite, c'est le journal avec Sonia Mabrouk qui est là. Bonsoir Sonia. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. François Fillon était cet après-midi au Sénat, malgré une sciatique persistante qui l'a forcé à ne pas assister aux cérémonies du 14 juillet. Le Premier ministre a tenu à défendre lui-même la réforme de la Constitution à moins d'une semaine d'un congrès décisif. On l'écoute. La gauche réclame depuis si longtemps une rénovation de nos institutions. Et la voici maintenant hésitante et circonspecte. Cela n'est pas compréhensible. Rejeter ce projet parce que telle ou telle clause n'y figure pas, refuser ce projet au nom d'un autre projet, c'est en réalité renoncer à un progrès immédiat et réel de notre démocratie. On ne peut pas d'un côté dénoncer la prétendue hyper-présidence et de l'autre repousser cette réforme qui tempère les pouvoirs de l'exécutif et qui renforce ceux du Parlement et des citoyens. C'est en effet la dernière ligne droite pour la réforme des institutions au Sénat. Le débat doit durer jusqu'à demain soir. Il devrait s'achever par un vote conforme du Sénat. D'ultimes initiatives du chef de l'État sur le décompte de son temps de parole sont attendues. Nul ne sait pour le moment si elles suffiront pour obtenir la majorité des 3/5 des suffrages. Nicolas Béard. Les tractations se multiplient en vue du congrès du 21 juillet. Nicolas Sarkozy recevait aujourd'hui les députés de la majorité. Il veut pouvoir compter sur chacun d'entre eux dans un vote qui s'annonce très serré. Au Sénat, les dernières réticences au sein de la majorité semblent balayées. Dans une conjoncture comme celle-ci, je crois qu'il faut faire un effort sur soi pour éliminer les réticences qu'on peut avoir et penser qu'il est important que le président de la République ne soit pas tenu en échec sur cette réforme. Mais à elles seules, les voix de l'UMP ne suffiront pas pour obtenir la majorité des 3/5 nécessaires à l'adoption du texte. Il va donc falloir convaincre les parlementaires d'autres bords, à commencer par le groupe centriste. Il s'était abstenu en première lecture, cette fois, il devrait suivre la majorité. Du côté centriste, les choses vont plutôt bien. On a repris beaucoup d'amendements qu'ils avaient demandés sur le pluralisme, sur le respect des droits des groupes de minoritaires et des groupes d'opposition. Contrairement à ce qu'a dit par exemple le Figaro de ce matin, moi j'ai fait aucune promesse à personne. Donc, sauf de participer au débat. Pour plus de sûreté, mieux vaut donc persuader quelques socialistes. Jack Lang semble le seul à gauche à chercher le compromis avec l'exécutif. Pour le moment au PS, c'est non à la réforme des institutions. Certaines concessions de la part de Nicolas Sarkozy pourraient, dit-on, en convaincre quelques-uns. S'il s'agit de cette concession sur le temps de parole, c'est encore un fait du prince qui ne modifie pas du tout notre appréciation générale sur cette réforme constitutionnelle. En l'état actuel de ce que l'on connaît du projet qui nous arrive de l'Assemblée, bien sûr que c'est non, rien n'a été modifié. La surprise pourrait venir des radicaux de gauche. Ils ont décidé de ne pas suivre la position socialiste. Ce seront peut-être ces 13 parlementaires qui feront la différence le 21 juillet. 43 pays d'Europe et de la rive sud du bassin méditerranéen ont entamé officiellement dimanche à Paris l'Union pour la Méditerranée. La dépollution de la Grande Bleue ou encore un plan solaire méditerranéen font partie des projets phares de la nouvelle Union. Mais une fois passée la grande messe du lancement, la question du financement de ces projets reste en suspens. Flora Sauvage. À peine lancé, certains doutent déjà de ses capacités de financement. L'Union pour la Méditerranée, inaugurée en grande pompe dimanche par Nicolas Sarkozy, entouré d'une quarantaine de chefs d'État, a retenu 6 projets. Mais la question des moyens reste en suspens, d'autant que la Commission européenne a bouclé son budget jusqu'à 2013. À partir de 2013 et jusqu'en 2020, il faudrait que l'Europe puisse se dégager, parce que les pays arabes pourront l'absorber, 10 milliards par an. C'est un saut en avant considérable. Mais pour financer les projets d'autoroute de la mer, de dépollution de la Méditerranée ou d'une université euroméditerranéenne, Jean-Louis Guigou préconise la création d'une banque. Il faut créer un outil commun. Vous savez que les pays arabes, depuis longtemps, demandent à ce qu'il y ait une banque euroméditerranéenne. Or, le Trésor français, certaines autres administrations européennes, les Allemands peut-être, les Anglais,
disent non, c'est pas la peine. Et les Arabes disent si, il faudrait, vous avez fait ça pour la burn, pour les pays d'Europe centrale et orientale. Pourquoi vous, les Européens, vous refusez de créer une banque dédiée à la Méditerranée? Pour l'instant donc, la question du financement n'a pas encore été mise sur la table. Il faudra attendre le sommet interministériel en novembre à Marseille pour en savoir plus. Airbus mène la course aux commandes au salon aéronautique de Farnborough. L'avionneur européen a négocié une commande de 55 appareils des Émirats Arabes Unis Etihad. Delphine Gérard. Les Émirats Arabes Unis, un nouvel Eldorado pour Airbus. Depuis hier, les contrats faramineux s'enchaînent. 12,6 milliards de dollars avec Dubai Aerospace et 11 milliards avec Etihad Airways, la compagnie aérienne d'Abu Dhabi. Même si cette commande était prévue depuis novembre et que Etihad s'est aussi engagé pour une commande avec Boeing. Ça reste une très bonne nouvelle, alors pour deux raisons. D'abord pour le programme A380, qui quand même au niveau de ses ventes est en phase de stagnation depuis un certain temps. Là, ils vont avoir un nouveau client avec 10 avions en commande, donc ça va permettre de booster un petit peu le carnet de commandes de l'A380. L'autre bonne nouvelle, c'est que Etihad a également commandé de l'Airbus A350, qui est le futur biréacteur long courrier du groupe européen. Cette vente ne s'arrête pas là. Airbus va faire sous-traiter une partie de son activité à Abu Dhabi. C'est un élément très important du contrat. C'est une chose qui devait être certainement demandée par les Émirats Arabes Unis parce que ça va créer de l'activité industrielle dans leur pays, mais c'est de l'intérêt également de Airbus parce que ça veut dire notamment qu'ils vont délocaliser des unités d'aérostructure dans les Émirats Arabes Unis. Or, les Émirats Arabes Unis, c'est la zone dollar. Or, à l'heure actuelle, un des problèmes d'Airbus et de ADS, c'est cette parité entre l'euro et le dollar qui était extrêmement défavorable à cette entreprise. Nicolas Sarkozy s'est félicité de cette commande. Elle renforce un partenariat avec les Émirats Arabes Unis déjà entamé en janvier avec l'annonce de la création d'une base militaire française à Abu Dhabi. L'inquiétude monte à Bourg-Saint-Maurice. La réorganisation des armées pourrait bien officialiser la fermeture du célèbre 7e bataillon de chasseurs alpins. Là-bas, les militaires représentent un quart des habitants de la cité savoyarde. Flora Sauvage. Dans la vallée de la Tarentaise, on l'appelle le 7. Installé depuis plus de 40 ans à Bourg-Saint-Maurice, en Haute-Savoie, le 7e bataillon des chasseurs alpins figure sur la liste des casernes qui pourraient être supprimées d'ici 2012. Si la caserne ferme, nous risquons de perdre une grosse partie de notre population. Le 7e bataillon de chasseurs alpins représente 30% de notre population. Donc actuellement, nous avons 7600 habitants sur la commune. Sans le bataillon, nous ne serions plus que 5400. Et 5400 habitants, c'est la population de Bourg-Saint-Maurice en 1980. La future carte militaire suscite donc des inquiétudes dans la population, tant chez les commerçants que chez les femmes de militaires. On ne sait pas finalement si c'est conservé ou pas. Et puis qu'est-ce qui va rester aussi? S'il reste quelque chose ici, qu'est-ce qui reste? Maintenant on espère toujours que le 7 va rester, mais voilà, on attend. Les femmes de militaires travaillent dans tous les secteurs d'activité, dans nos commerces en centre-ville et dans la périphérie. Toute la vallée, toute la Haute-Tarentaise sera touchée par le départ du 7e BCA s'il part. Le sujet est sensible à Bourg-Saint-Maurice. Alors que des arbitrages sont toujours en cours, le sénateur de la Savoie, Thierry Repentin, monte au créneau. Les communes vivent avec la dotation globale de fonctionnement, qui est une ressource financière de l'État qui est calculée au poids de la population. Donc c'est évident que si on retire le tiers de la population, il y a un impact immédiat dès l'année qui suit la fermeture de l'éventuel bataillon de chasseurs alpins. En attendant de connaître la liste définitive de fermeture des casernes, Bourg-Saint-Maurice fait tout pour conserver le 7e bataillon des chasseurs alpins. Les pollueurs seront les payeurs. Le Sénat a inscrit ce principe dans la loi. Objectif, prévenir et réparer les dommages à la nature causés par un site ou une activité industrielle. Le sénateur de la Manche, Jean Bizet, était le rapporteur du texte. On l'écoute. C'est effectivement la reconnaissance du préjudice écologique et c'est mettre en avant je dirais la quintessence en quelque sorte de l'écologie. On est passé dans une logique d'exemplarité environnementale. Alors c'est un plus pour l'Europe, c'est un plus pour la France. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous tout de suite. Pierre Sled et ses invités dans Bouge la France.
Des places boursières européennes qui tremblent, des banques américaines au bord de la faillite, des nuages inquiétants s'amoncellent à nouveau dans le ciel déjà tumultueux de la finance mondiale. Et déjà, une conséquence, la révision à la baisse des objectifs de la croissance française sur le plateau de Bouffe de la France. Nicolas Bouzou, il est économiste au cabinet Asterès, et Jean-Jacques Avédisian, il est rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie française. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant, et puis comme tout ce qui se passe aux États-Unis, on met toujours un petit peu de temps à l'analyser, à le comprendre. Moi, il y a quand même une déclaration qui m'a vraiment surpris aujourd'hui, celle de Sheila Bair, qui est la présidente du FDIC. Vous pouvez nous dire exactement ce que c'est? Oui, c'est l'organisme qui garantit les dépôts aux États-Unis. Quand vous avez des dépôts dans une banque, quand vous avez vos économies dans une banque, si jamais la banque ferme, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver, eh bien l'État garantit jusqu'à un certain plafond, mais vos dépôts. On a la même chose dans tous les pays développés, et on l'a en France. En France. Alors vous dites c'est rare, mais ça peut arriver. Alors elle a fait, voulant rassurer tout le monde, elle a dit, écoutez, moi je peux vous dire un truc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, parce aux États-Unis, la majorité des banques sont saines et solides. La majorité. Ça veut dire que peut-être que c'est 51% et qu'il y en a 49% qui sont en difficulté, c'est quand même inquiétant. Peut-être, ouais. Alors en même temps, l'avantage, c'est que la banque, c'est pas un secteur comme un autre. Si vous prenez l'industrie, quand une entreprise ferme, elle ferme. C'est dramatique pour les salariés. S'il y a un bassin d'emploi, c'est dramatique pour la région, mais l'entreprise ferme. On laisse pas, en règle générale, fermer une banque, parce qu'une banque, comme on vient de le dire, vous avez des épargnants qui ont de l'argent dans la banque, et donc si c'est une banque de dépôt, en règle générale, soit la banque centrale, il y a des dépôts par définition. Et soit la banque centrale, soit l'État intervient. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez maintenant une pelletée de banques qui ont fait faillite ou qui ont quasiment fait faillite. Eh bien, l'État intervient pour les sauver. Il y a eu la banque IndyMac, donc la banque californienne. Est-ce que ça, Jean-Jacques Avédisian, est-ce que ça peut arriver en France? Aujourd'hui, on a vu que le Crédit Agricole avait quelques petits problèmes, même si son directeur général a été reconduit dans ses fonctions. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que d'un seul coup, il pourrait y avoir la queue devant le Crédit Agricole ou une autre, des gens qui se disent attendez, j'ai plus confiance, j'aille retirer mes sous? Heureusement, c'est pas encore, ça n'est pas arrivé. Cela dit, on a vu des craintes quand même assez fortes. On a vu des images qu'on pensait d'une autre époque. On a vu des queues en Angleterre devant les guichets d'une banque qui a réussi à s'en sortir. En France, on a eu, je crois que les cas d'accidents sont extrêmement rares. Et je pense que au-delà de tout ce qui peut être dit, c'est vrai qu'il y a une crainte chez les particuliers, on le voit même autour de nous, certainement dans son entourage. La crainte est telle que on voit que les banques se prêtent plus d'argent, en tout cas ont cessé de se prêter de l'argent comme elles le faisaient, d'où une très forte montée des taux d'intérêt à court terme, les taux à 3 mois. Donc on sent qu'il y a une confiance quand même qui est sapée. Et c'est pas bon pour la croissance non plus, parce que les gens justement arrêtent de dépenser. Oui, alors bien souvent on dit ça c'est la sphère financière, c'est les milieux boursiers, c'est les marchés financiers, l'économie réelle, elle se porte bien. Mais quand les banques vont mal, il est illusoire de croire qu'une économie se porte bien, parce que les banques c'est le rouage d'une économie, c'est l'octroi de crédit. Sans crédit, il n'y a pas de fonctionnement valable de nos économies développées, et donc quand les banques vont mal, l'économie va mal. Et on voit bien que les particuliers ont certaines craintes. Moi, j'entends parler autour de moi de plus en plus, jusqu'à combien c'est garanti, etc., etc. Et je vois même des gens qui essaient de constituer des liquidités qui gardent chez elles. Donc, il y a une crainte sérieuse. Il y a un vrai souci, et ces déclarations qu'aux États-Unis, finalement, me surprend pas. Alors, c'est vrai que dire que la majorité des banques se portent bien, ça voudrait dire qu'il y a une minorité qui peut atteindre donc mathématiquement 49% qui se portent mal. Cela dit, on sait que selon les dernières études qui sont sorties, il y a une liste d'une centaine de banques qui pourraient être en difficulté. Alors, on va pas parler des grandes crises comme 29, etc., mais on a connu celle des années 2000. Est-ce que on peut parler de crise là? Est-ce c'est le même genre de crise dans laquelle on est en train de plonger là, de manière générale? Alors là, je parle de l'immobilier, je parle des banques, je parle de la bourse également.
Alors, est-ce qu'on peut parler de crise? Oui, pas de pudeur entre nous, je veux dire. Oui, mais justement, la pudeur, je trouve qu'il y en a beaucoup, parce que avant que quelqu'un puisse dire on est dans une crise, je veux dire, il faut qu'il s'en passe de belles. Non, mais là, clairement, on est dans une crise financière, crise boursière, crise bancaire, éventuellement peut-être crise économique, parce qu'il faut pas oublier que toutes ces déflagrations boursières, financières, en effet, elles ont des répercussions sur ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, etc. Donc oui, on peut parler de crise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des crises comme ça dans le capitalisme, il y en a toujours eu. Et je dirais même, au risque de choquer, c'est un peu ce qui fait la force du capitalisme. Parce que le capitalisme, qu'est-ce que c'est? Ce sont des flots d'innovation pas possibles avec des accélérations très fortes de la croissance. Alors ça a été le chemin de fer au 19e siècle, et puis l'automobile au début du 20e siècle, et puis les nouvelles technologies à la fin des années 90, et puis il y a quelques années, un truc qu'on appelait la titrisation. Alors je vais pas revenir sur les mécanismes assez complexes de titrisation, mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La titrisation, c'est aussi quelque chose qui a été utile pour rapprocher l'épargne de l'investissement, etc. Sauf qu'il y a un moment où il faut faire un grand ménage. Et le but d'une crise, le but d'une récession, c'est justement de trier entre les bonnes, les mauvaises innovations, les entreprises qui gagnent de l'argent, les entreprises qui perdent de l'argent. Alors là où c'est un petit peu compliqué en ce moment, c'est que ces innovations, elles touchent le secteur financier. C'est-à-dire que quand ça touchait à la fin des années 90, début des années 2000, le secteur des nouvelles technologies, on était très triste pour toutes ce qu'on appelait les startups du 2e arrondissement, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Quand ça touche les banques, en effet, comme vous venez de le dire à juste titre, une banque, c'est le poumon de l'économie. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, en règle générale, vous empruntez de l'argent à une banque. Quand vous faites un investissement dans une entreprise, en règle générale, vous empruntez de l'argent à une banque. Alors, c'est vrai qu'il faut mettre les choses dans chaque case. Il y a la bourse, par exemple. Oui. Alors, la bourse, c'est un indicateur quand même. Là, la bourse a encore perdu. Je parle de la bourse française aujourd'hui à Paris, près de 2%. On est juste au-dessus de 4000, 4100 à peu près. Vous voyez, sachant qu'en 2003, on était descendu autour de 2500 à peu près. Est-ce que vous voyez une bourse continuer à descendre? Et c'est révélateur de quoi? Alors c'est la grande question, et c'est la grande question, elle devient angoissante parce que les cours ne cessent de baisser, il y a une spirale baissière qui finit par donner le vertige. Certains préfèrent d'ailleurs ne même plus regarder leur compte en se disant au moins c'est la politique de l'autruche. Non mais c'est vrai que on a atteint des niveaux de cours qui semblaient vraiment inaccessibles, qu'on avait du mal à imaginer il y a de ça un an. Oui, parce qu'on était à plus de 6000 il y a un an et demi, et là maintenant on va être bientôt moins de 4000, enfin je pense. Alors, je me souviens, dans à la vie financière, non pas la vie française, c'était notre ancien nom, mais je le précise. Donc la vie financière, on avait interviewé il y a de ça un an Pierre-Yves Gauthier, à l'époque d'Odo, de chez Odo. Il avait osé, lui, faire un pronostic avec un indice boursier 4005. À l'époque, ça paraissait noir de noir. D'ailleurs, on avait été à un titre qui avait osé reprendre de telles prévisions. Bon. Aujourd'hui, vous voyez que non seulement on a atteint les 4005, mais là on est en dessous de 4100 points et ça fait mal les seuils parce qu'il y a tout un tas de produits de spéculation ou de couverture qui sont sur des seuils. Donc tous les produits qui étaient assis à 4100 avec des seuils désactivants se trouvent aujourd'hui dans la panade. Donc en gros, pour résumer, vous voyez le CAC descendre à combien? Alors justement, ça c'est les prévisions qu'on fait dans le numéro là qui va sortir vendredi. Bon, moi j'ai osé mettre une prévision là à 3008. Alors vous allez me dire d'où je sors 3008 parce que les prévisions doivent mouiller 3005 ou 3002 ou 2008. Les prévisions doivent mouiller, c'est facile. Alors pourquoi 3008? Alors 3008 déjà au niveau technique, c'est un des seuils de résistance historique du marché. Là, on est en train d'enfoncer celui des 4100. Et après, en principe, c'est 3008. Bon, ça, c'est de l'analyse technique, c'est pas de l'analyse fondamentale, et beaucoup de personnes ne croient pas beaucoup à l'analyse technique. Alors, après, au niveau des valorisations, bon, les analystes financiers jusqu'à présent ont révisé à la baisse leurs prévisions. Elles l'ont fait surtout pour 2008, mais elles n'ont pas touché à 2009. En gros, elles ont fait comme si elle s'attendait à un coup dur pour 2008, mais que la crise s'arrêtait fin 2008. 2009, et voilà, 2009 ça continue. La croissance recommence et on a 10% de croissance. Bon, ça malheureusement, j'y crois pas. Il y a toute la lenteur du travail de révision. Il faut pas jeter la pierre aux analystes. Ils ont quand même assez bien vu cette fois-ci le mouvement, contrairement au précédent, à la précédente bulle. Mais si on corrige, comme il me semble, maintenant, je pense que c'est une quasi évidence. Mais enfin bon, ça paraît tellement gros qu'on a du mal quand même à s'avancer. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas de croissance de bénéfices en 2009. On risque d'avoir une décroissance. Donc, moi, j'ai posé la chose suivante. Si au lieu de progresser de 20% entre 2007 et 2009, les bénéfices baissaient de 20%,
on aurait un résultat par action, j'ai plus le chiffre là, qui sera en forte baisse. Et si on le capitalise, si on le valorise à 12 fois, c'est-à-dire un PER de 12 fois, qui est historiquement quelque chose de très bas, on arrive à 3744 ou 3750. Ah oui, c'est comme ça, d'où le calcul. Ouais, donc fondamentalement, on arrive à 3750. L'analyse graphique est à 3008. Vous voyez, l'ordre de grandeur est respecté. Alors, je pourrais vous parler aussi du marché immobilier. Quelles sont mes conclusions? Oui, parce que le marché immobilier aussi, parce que on y en Europe et en France particulièrement, je crois que là vraiment on va y rentrer et on n'y échappera pas. Mais enfin, alors Nicolas Bouzou, oui, parce que il y a les banques qui vont mal, bon la bourse qui se casse la figure, et le marché immobilier en général. Quand la bourse va pas bien, l'immobilier ça se tient. Ouais. Là, il y a plus rien qui tient. Non mais enfin sur le marché de l'immobilier, il y a deux phénomènes principaux. D'une part, vous avez eu une très forte expansion du marché de l'immobilier ces dernières années. Faut pas oublier que les prix, par exemple, en France, ont doublé. Les prix dans l'ancien ont doublé depuis 2000, et ça a été plus important en Espagne, en Italie du Nord, au Royaume-Uni, en Irlande, etc. Donc, je veux dire, le marché de l'immobilier était très dynamique. Vous n'allez pas déménager tous les ans ou acheter une résidence secondaire tous les ans. Donc, forcément, il y a un moment où les choses se tassent, et là, justement, on est dans cette phase. Et puis, le deuxième aspect, qui est davantage connecté aux déboires que connaissent les banques, la bourse, etc. Eh bien, c'est l'augmentation du coût des crédits pour les particuliers. Aujourd'hui, les banques, et notamment les banques françaises, ça vous a pas échappé, connaissent un certain nombre de difficultés. Quand vous connaissez des difficultés, il faut essayer de refaire des marges, de refaire des profits. Et une des façons les plus simples, les plus immédiates de refaire des profits, c'est d'augmenter ses prix. Et le prix, qu'est-ce que c'est pour une banque? C'est le coût, le taux d'intérêt que vous payez quand vous voulez acheter une voiture ou changer de logement. Le coût du crédit. Et donc aujourd'hui, les banques, elles augmentent le coût du crédit. Elles l'augmentent assez rapidement, plus rapidement que la plupart des experts l'avaient anticipé. Et à partir du moment où les ménages font face à des taux d'intérêt à taux fixe qui sont plus à 4,25%, mais à 5,5%, évidemment, vous avez moins de demandes de crédit, donc moins de demandes de logement, et ça refroidit le marché immobilier. Voilà. Et ça va durer encore 2-3 ans. Cela dit, ça veut dire que les prix vont plonger, continuer à plonger. Non, les prix aujourd'hui ne plongent pas, ils baissent. C'est-à-dire que sur l'ensemble. Non, mais attendez, plonger, c'est un krach boursier. Plonger, c'est un krach boursier. C'est 10-15% par an. Là, on est à 2-3% par an. Et j'aurais même envie de dire, très honnêtement, finalement, tant mieux, quoi. On a eu une expansion très forte. On va avoir 2 à 3% de baisse. Sur l'ensemble de la phase de baisse, on aura 15-20%. Les prix ont doublé, donc de toute façon. Oui, on a pris de la marge, mais par rapport. Alors donnez-nous, il reste 1 minute. Donnez-nous une bonne raison d'avoir un petit peu de baume au cœur, malgré tout ce qui se passe dans le monde bancaire, la bourse et l'immobilier. Alors pour moi c'est assez simple. En bourse on a des expressions, on a des marottes. On dit qu'on achète jamais au plus bas et qu'on vend jamais au plus haut. Et on dit également que tout a un prix. Je pense que là on est à moins de 4100. Moi je vous donne un objectif qui est vraiment très pessimiste à 3008. Ça fait jamais que 8% de moins. À 8% près, ça va pas changer grand-chose pour l'investisseur de long terme. Donc je pense que dès à présent, on est dans des prix qui permettent d'investir pour du moyen long terme au moins à 3-5 ans. Pour l'immobilier, on en est malheureusement qu'au tout début de l'immobilier, toute la phase de correction la baisse immobilière. Tout ce qu'on a actuellement au niveau des actions, au niveau de l'immobilier, etc., résulte d'une chose simple, c'est qu'on a eu des taux très bas. Là, c'est la politique de la Fed qu'il faut condamner. Politique donc de taux très bas, le crédit qu'on ouvre à fond. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tous les actifs, toute la valeur des actifs explose. Donc on a eu ça sur les actions, les obligations, l'immobilier. La dernière bulle qui tient, c'est celle des matières premières. Et alors là, il serait temps aussi qu'on se calme pour pouvoir repartir sur une basse scène. Très bien. Nicolas Bouzou, alors 15 secondes. Non mais 15 secondes, ouais. Moi je suis fondamentalement optimiste pour une raison simple, c'est que la situation économique mondiale n'a jamais été aussi porteuse. Vous avez depuis la fin des années 90, le début des années 2000, à peu près 1 milliard de personnes qui sont entrées dans l'économie du marché. Ce sont ces fameux pays émergents. On parle beaucoup de la Chine, de l'Inde, mais moi j'ai aussi envie de parler de la Turquie, du Brésil, du Maroc, etc. Et l'économie mondiale n'a jamais été aussi résiliente, c'est-à-dire résistante. Et on traverse une très mauvaise passe. Ça va faire mal pendant 1 ou 2 ans, mais après, je vous le promets, la croissance mondiale va repartir très fort. Un jour sûrement. Merci beaucoup à tous les deux. Dans quelques instants, vous allez voir le deuxième épisode de The War, de la série sur la Seconde Guerre mondiale, racontée par les vétérans américains et que l'on diffuse sur Public Sénat tous les lundis et mardis de l'été. Tout de suite, on va retourner à l'intérieur de l'hémicycle pour les meilleurs moments de la séance d'aujourd'hui qui concernait la réforme de la Constitution. On salue Orséren Rosso, la réalisatrice, Pierre-Henri Gergogne, Jean-Baptiste Daoulas et Anis Jeunet qui ont préparé cette émission. Je vous retrouve demain, bien sûr, non seulement à 22h, mais aussi à 18h en direct. Au revoir demain.
Nous avions chacun notre vision de la réforme constitutionnelle. Il n'est pas acceptable de dire que ce texte ne renforce pas les pouvoirs du Parlement. On peut dire qu'il ne les renforce pas assez, mais il n'y a dans ce texte que des dispositions qui renforcent les pouvoirs du Parlement. Le gouvernement a été, je le rappelle, constamment à l'écoute de vos propositions. Il ne vous aura pas échappé que le texte que nous vous proposons de soumettre au Congrès est parfois assez éloigné de notre projet de loi initial. L'opposition, elle aussi, a été entendue. Sa suggestion d'introduire dans la Constitution un mécanisme aussi novateur que le référendum d'initiative populaire a notamment été retenue. L'Assemblée nationale a enrichi le texte avec 2 dispositions qui lui tenaient à cœur, la référence aux commissions d'enquête parlementaires et la faculté pour 60 députés ou sénateurs de saisir la Cour de justice des communautés européennes. Il nous faut aller au bout de cette démarche constructive. L'objectif que nous poursuivons est limpide, donner des droits nouveaux au Parlement afin de moderniser notre démocratie. Au regard de cet objectif, il vous revient de répondre à des questions simples. Est-ce que je vais me saisir de ces droits ou est-ce que je vais y renoncer? Est-ce que je vais contribuer à un compromis historique ou est-ce que je vais me réfugier dans des objections politiques? Chacun est maître de sa réponse, mais chacun doit bien en mesurer les conséquences. Il faut parler vrai. Nous ne cessons de le faire. Par rapport à cette question du Sénat, si importante pour nous tous, vous n'avez finalement fourni aucun argument. Vous nous avez dit que ça ne dépendait pas de la Constitution. Mais nous savons bien, M. Frima l'a dit tout à l'heure, qu'il était prévu d'en dire quelques mots dans la Constitution et que vous avez bien veillé à tout verrouiller de telle manière que l'on soit dans une démocratie où l'une des chambres du Parlement a une majorité inamovible. Et vous nous dites, mais c'est formidable. Nous sommes en train de revaloriser le rôle du Parlement. Mais vous savez bien, parlons vrai. Arrêtons avec la fausse rhétorique, avec la casuistique inopérante. Nous savons bien, mes chers collègues, que vous vous accrochez à cela pour que rien ne change. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est priver les citoyens français du recours en exception d'inconstitutionnalité. C'est ce qui manque dans notre système juridique pour qu'on puisse assurer la primauté du droit dans notre pays. Nous sommes le seul pays où les citoyens ne peuvent pas invoquer l'inconstitutionnalité d'un texte devant une juridiction. Désormais, si cette réforme est votée, les citoyens français seront traités comme tous les autres des pays démocratiques. Nous pourrons invoquer la Constitution, du moins l'inconstitutionnalité d'un texte devant le juge. Les Français attendent d'abord de la réforme des institutions qu'elle interdit ce qu'ils ont perçu, interdire au chef de l'État d'abuser sans cesse du pouvoir, comme il l'a fait depuis son élection, au profit de son clan. Or, on ne voit rien dans le texte actuel du projet de loi constitutionnelle qui permettrait d'encadrer la pratique du pouvoir présidentiel quand elle dérive vers la monocratie, comme c'est le cas aujourd'hui. Au contraire, nous n'avons pas ici de débat désincarné. On est en droit et même en devoir, pour clarifier l'enjeu, de se poser des questions tout à fait pratiques et concrètes. Le projet voté, les pouvoirs seront-ils rééquilibrés ? Empêchera-t-il alors le président de la République, garant par l'article 5 de la Constitution du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, un jour de décrédibiliser l'armée, un autre de dévaluer le droit de grève, un troisième d'annoncer le contrôle direct du pouvoir exécutif sur la télévision publique? Non. Interdira-t-elle à un grand groupe économique comme LVMH de contrôler directement le principal journal d'information économique? Non. Incitera-t-elle le chef de l'État à ne plus accepter de partir en vacances aux frais d'un riche homme d'affaires, en l'occurrence Vincent Bolloré, qui vient de prendre le contrôle de la totalité du capital de la société d'études d'opinion CSA, tout en étant propriétaire de la chaîne de télévision Direct 8 et de plusieurs gratuits, et l'actionnaire principal de la SFP, prestataire de France Télévisions? Non.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les combats ont fait rage à des milliers d'endroits. Il y en a eu tant qu'un seul récit ne pourra jamais les évoquer tous. Voici l'histoire de 4 villes américaines et de leurs habitants durant cette dramatique période. Le 23 février 1942. Ces images révoltantes venues de Pologne témoignent des conséquences effroyables de la conquête allemande. On y voit la misère et la mort portées à un paroxysme rarement atteint dans l'histoire. Ces photos frappent les esprits, rappelant ce qui pourrait arriver si les adversaires des nazis perdent la guerre. Le massacre méthodique revêt un caractère d'un sadisme particulier lorsqu'il s'applique aux Juifs. Parqués dans des ghettos, avec interdiction d'en sortir et de prendre le train, mitraillés dans leurs synagogues, jetés par milliers dans les rivières, privés de vêtements, de nourriture et de tous leurs biens, les Juifs polonais sont à l'agonie. Ce sont les faits dans leur sinistre globalité. Les exemples de détresse individuelle se multiplient à l'infini. Life Magazine. Début 1942. Presque toutes les nouvelles sont mauvaises. L'Union soviétique, alliée de fraîche date des États-Unis, subit les attaques incessantes des Allemands qui ont encerclé Leningrad et atteint les faubourgs de Moscou. Les troupes japonaises ont pris Singapour, le Gibraltar de l'Extrême-Orient, et dans la foulée, toute la Malaisie. Elles ont conquis Bornéo, la Birmanie et Hong Kong. Elles se sont emparées de Guam, de l'île Wake, de Makin et de Tarawa. Il n'y a pas une seule base américaine entre Hawaï et les Philippines. Mais le président Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill sont tombés d'accord. Pour le moment, il faut rester sur la défensive dans le Pacifique. Ils sont convaincus que l'Allemagne, avec son immense armée et son énorme potentiel industriel, représente le danger le plus pressant. Pour reconquérir l'Europe, il faudra non seulement mobiliser une génération de jeunes gens, mais aussi fabriquer des milliards de munitions, des millions d'armes à feu, des centaines de milliers de chars et d'avions, et des flottes entières pour les acheminer. Produire tout cela demandera du temps. En attendant, la survie de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique dépend d'un approvisionnement régulier en vivres, armes et carburants par les États-Unis. Quand j'avais 7 ans à l'école primaire, il y avait un petit réfugié anglais dans notre classe. Il s'appelait William Murgatroyd Buchanan. Tout le monde l'appelait Royd. Nous sommes devenus très amis. Un jour, Royd est venu chez moi. J'étais en haut et il criait « Bert, Bert !» J'ai regardé par la fenêtre et je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit « Tu sais ce qu'un sale sous-marin allemand a fait à mon père ?»« Non, quoi ?»« Il l'a tué. » Je n'ai pas su comment réagir à un pareil événement.
Je suis descendu et on s'est assis sous l'arbre pour parler un peu. C'était la première fois que j'étais confronté à ça. Un de mes meilleurs amis me disant que son père avait été tué à la guerre. Dans la soirée du 13 janvier 1942, alors que les troupes américaines tentent de stopper l'avance japonaise à Bataan, un sous-marin allemand fait silencieusement surface au large de Manhattan. Son commandant est à la fois stupéfait et ravi de constater que plus d'un mois après l'entrée en guerre des États-Unis, la plus grande ville américaine est toujours scintillante de lumière. Profitant de la clarté, il ajuste son tir et torpille un pétrolier. Il plonge alors en eau profonde et se dirige vers le sud, en quête d'autres proies. En 12 heures, il coule 7 bâtiments de commerce dépourvus d'armement. Les États-Unis semblent pris totalement au dépourvu par ce genre de stratégie. Fin janvier, les U-boats ont coulé 25 pétroliers sur la côte Est. Ils livrent un combat sans merci pour la suprématie maritime. C'est la bataille de l'Atlantique, qui menace d'asphyxier les alliés des États-Unis. Les plages américaines sont défigurées par le mazout. Tout le long de la côte et de la baie de Mobile, on pouvait aller à la plage, mais on n'avait pas le droit de faire du feu à cause des U-boats. On entendait souvent dire que les bateaux étaient coulés juste au sortir de la baie de Mobile. Et on savait que c'était vrai, à cause des gilets de sauvetage et des boîtes de conserve rejetées sur les plages. Durant un temps, les voies de navigation de Jacksonville en Floride jusqu'à Galveston au Texas sont considérées comme les plus dangereuses du monde. La seule route sûre, dit un marin de la marine marchande accablé, c'est le Mississippi. Les premiers jours, je me suis vraiment battu pour la gloire, comme tout le monde. On disait, vive les États-Unis, on va se battre, on va écraser les Japonais en 6 mois, et ainsi de suite. Mais quand je me suis rendu compte que ça allait durer longtemps, et qu'ils nous frappaient avec acharnement, j'ai commencé à me protéger, à protéger mes camarades. Je me battais pour sauver ma vie. Près de 80 000 soldats américains et philippins ont réussi à échapper aux Japonais autour de Manille et ont pris position dans la péninsule de Bataan. Cette fois encore, le général MacArthur est mal préparé. La plus grande part du ravitaillement a été laissée à l'arrière. Les rations sont réduites de moitié. Les forêts humides de Bataan pullulent de moustiques porteurs de la malaria. L'eau potable est rare. Il y a peu de médicaments. Dans un hôpital de campagne disposant de 8 tables d'opération, 1200 blessés attendent une intervention. Pourtant, les hommes combattent vaillamment, repoussant les assauts, les uns après les autres, puis se retirant au cœur de la péninsule.
Durant des semaines, les soldats gardent l'espoir de voir les secours arriver. MacArthur les en a assurés maintes fois. Les renforts sont en route, a-t-il promis. On recevait la radio Voice of America sur onde courte. Je me souviens qu'il disait « À perte de vue, voici venir avions et navires qui se dirigent vers les Philippines ». On nous répétait qu'on allait avoir du renfort. Quand on s'est replié sur Bataan, on nous a dit que ce n'était que pour quelques semaines. Mais ni un seul soldat, ni un seul avion n'a été envoyé à leur rescousse. De toute façon, ils n'auraient pas pu passer. Les Japonais contrôlent le Pacifique Sud. Il y a des moments, confie le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, à son journal, où les hommes doivent mourir. Début mars, à Bataan, 3 défenseurs sur 4 sont réduits à l'impuissance d'une manière ou d'une autre, malades, épuisés, blessés, affaiblis par la faim, souffrant du beriberi. Pour les dernières rations, on avait une boîte de saumon pour 35 hommes et très peu de riz. Notre situation se détériorait de jour en jour. MacArthur ne trouve le temps de quitter ses quartiers de Corregidor pour aller voir ses troupes à Bataan qu'une seule fois. Ses soldats le surnomment Doug le planqué. Leur amertume ne fait que croître lorsque, obéissant aux ordres de Roosevelt, MacArthur, sa femme, son fils de 4 ans et 17 membres de son état-major fuient Corregidor sur un torpilleur. D'Australie, il émet un bref communiqué. « Je suis parti, dit-il, et je reviendrai. » Quand il est parti en Australie, ça a été ce que j'appelle le jour du jugement dernier. Nous savions que nous allions au combat. Il avait donné l'ordre de se battre jusqu'au bout. Nous savions ce qui nous attendait. Le 9 avril 1942, le général Edward King envoie en détachement un soldat porteur d'un drapeau blanc. C'est la plus importante reddition de l'histoire militaire des États-Unis. 78 000 soldats américains et philippins. Le général King ne pose qu'une question à l'officier japonais. Ces hommes seront-ils traités convenablement? Oui, répond celui-ci. Nous ne sommes pas des barbares. Mais dans la tradition japonaise, ceux qui se rendent plutôt que de mourir les armes à la main sont des lâches, qui ne méritent même pas le respect. Les prisonniers sont emmenés au nord, par groupe de 300. Ils doivent marcher de Mariveles jusqu'à San Fernando, puis sont embarqués dans des trains jusqu'au camp O'Donnell, au centre de Luçon. On s'en souviendra comme de la marche de la mort de Bataan. Si j'avais su ce qui nous attendait au début de la marche de la mort de Bataan, j'aurais préféré mourir. On avait beaucoup de mal à appréhender la situation parce qu'on n'avait jamais eu de contact avec le peuple japonais. On ne savait pas comment ils étaient, ni ce qu'ils voulaient. Dès le début, ils frappaient ceux qui ne se tenaient pas droit ou qui s'asseyaient. On ignorait où on allait. On ne savait rien.
Ils nous faisaient arrêter pour nous fouiller et nous cogner encore. Ils nous ont pris toutes nos affaires. Certains avaient une alliance. Ils leur coupaient le doigt pour la prendre. Ils ont vidé ma gourde pour être sûrs que je n'ai rien à boire. J'ai vu des hommes enterrés vivants. Les types qui étaient tués à la baïonnette ou fusillés restaient sur la route. Et j'ai vu les camions des convois faire un détour pour leur rouler dessus. Quand 15 ou 20 camions vous passent dessus, vous ressemblez à une tomate écrasée. J'ai vu aussi des gens être égorgés, car la nuit en roulant, les Japonais pointaient leurs baïonnettes hors du camion, ce qui était juste à la bonne hauteur pour trancher une gorge. Certains étaient battus à mort à coups de crosse. J'ai vu des Philippines éventrées ou égorgées. J'ai vu des Philippins et des Américains décapités d'un coup de sabre. J'ai marché 6 jours et 7 nuits sans m'arrêter et sans une gorgée d'eau ou une bouchée de nourriture. On dit que c'est impossible, mais je l'ai fait. À la fin de la marche, quand ils nous ont mis dans le train, ma langue ne rentrait même plus dans ma bouche. Vous pouvez vous renseigner? Ça veut dire que j'étais à 2 doigts de la mort. Personne ne sait exactement combien d'hommes ont péri lors de la marche de la mort de Batan. Entre 6 000 et 11 000 Américains et Philippins. À la fin de cette odyssée, le camp O'Donnell n'apporte que peu de soulagement. Base inachevée de l'armée philippine, entourée de barbelés et de miradors, l'eau y est rare et le soleil implacable. À terme, 60 000 malheureux y seront détenus. Il n'y a pas d'autre nourriture que le lugao, une soupe de riz liquide pleine de charançon et d'asticots. Il valait mieux l'avaler la nuit, se souvient un prisonnier, pour ne rien voir. « 16 000 Philippins et Américains y meurent de déshydratation, de malnutrition, de la malaria, du beriberi, du scorbut, de dysenterie, de désespoir. » Un sergent se rappelle, les cadavres passaient devant nous, en une colonne sans fin, nuit et jour. Ils étaient transportés au cimetière. Nous étions bouleversés d'avoir abandonné nos garçons aux Philippines. Il était impossible de les sauver. On le sait aujourd'hui. Mais à l'époque, on ignorait qu'il n'y avait pas de navire. Souvenez-vous, on ne nous avait pas dit combien avait été coulé à Pearl Harbor. Alors on se demandait pourquoi ils n'allaient pas chercher nos soldats aux Philippines. Glenn Frazier se porte volontaire pour les enterrements. Certains jours, on enterrait 250 hommes. Je ne savais pas quand ça allait m'arriver. Alors comme j'avais 2 plaques d'identification militaire, je me suis dit que j'allais en jeter une dans la fosse commune. Si j'étais en vie à la fin de la guerre, ça ne changerait rien. Mais si j'étais porté disparu ou mort, je voulais que ma famille puisse faire son deuil, qu'elle retrouve dans cette tombe une preuve de ma présence ici. Le 6 mai 1942,
Corregidor, le dernier bastion américain aux Philippines, tombe aux mains des Japonais. J'étais à Seattle en 1942. Il y a un jour dont je me souviens très bien. C'est samedi et je prends le bus pour aller au centre-ville. En passant devant la place, en face de l'hôtel de ville, je vois une file de gens attendant patiemment à un arrêt de bus. En approchant, je vois qu'ils sont tous japonais et qu'ils embarquent dans les bus. Et je comprends que ce sont les citoyens américains d'origine japonaise, de Seattle et des environs, qu'on envoie dans ce qui s'avérera être un camp de concentration. Je me dis que ce sont mes ennemis, mais ils n'ont pas du tout l'air d'ennemis dans leurs vêtements américains, avec leurs valises en carton, attendant qu'on les envoie dans le désert. Le 19 février 1942, le président Roosevelt signe le décret-loi numéro 90-66. Le ton en est prudemment neutre. Il autorise le département de la guerre à définir des zones militaires et à en exclure toute personne représentant un danger potentiel. Mais sa cible est bien précise. Il s'agit des 110 000 habitants de la côte ouest, d'ascendance japonaise. Ils sont chassés de chez eux et internés dans des camps à l'intérieur des terres. Des milliers de ressortissants allemands et italiens sont également enfermés. Mais les millions de citoyens américains d'origine allemande et italienne peuvent continuer à vivre normalement. Seuls les Américains d'origine japonaise de la côte ouest sont ostracisés. Un Jap est un Jap, dit le général John DeWitt, du centre de défense de la côte ouest. Qu'il soit citoyen américain ou non ne fait aucune différence. Je n'en veux aucun ici. Presque personne ne s'oppose au projet gouvernemental qui déclare aussi les Américains d'origine japonaise inaptes au service militaire. 1A signifie physiquement apte. 4F, il y a un problème. Mais 4C veut dire ennemi étranger. Et me voilà, à 17 ans, moi qui me considérais comme un bon Américain, devenu un ennemi. À Sacramento, peu après l'annonce du décret de loi 90-66, des inscriptions sauvages disant « Dehors les Japs » fleurissent dans toute la ville. L'injonction officielle de partir arrive en mai. Susumu Sato et sa famille ont du mal à y croire. On ne leur accorde qu'une semaine de délai. On était au milieu des moissons, mais il fallait quand même tout abandonner et partir. Alors bien sûr, on s'est arrangé avec des amis. Venez ramasser les fraises, elles sont prêtes à être vendues. J'imagine qu'ils l'ont fait. On a mis l'essentiel dans une valise. Le premier jour, quand on a dû faire les bagages et prendre le train, on se demandait vraiment ce qui allait nous arriver. Ce printemps-là, Asako Tokuno est en première année à l'université de Berkeley. Ses parents et son grand-père, nés au Japon, sont évacués en premier. Elle et sa sœur sont autorisés à rester quelque temps pour fermer l'entreprise familiale. On a cueilli les fleurs et on en a fait des bouquets pour les apporter au marché aux fleurs de San Francisco. C'est comme ça qu'on est resté ouvert.
Nos fleurs ne sont pas allées à la poubelle. C'était la saison où elles étaient en pleine floraison, juste avant Pâques et les vacances. On a été pris entre deux feux quand la guerre a éclaté. Bien qu'il n'y ait eu aucun doute sur notre loyauté envers notre pays, c'était notre patrie. Et quand il a fallu évacuer, c'est comme si nous n'avions plus de pays. Nous n'étions pas japonais et on nous avait dépouillés de nos droits. Nous ne pouvions pas protester et nous ne l'aurions pas fait parce qu'il fallait obéir au gouvernement. Nos parents se sont dit, à tort, qu'ils n'étaient pas des citoyens à part entière. Et ils ont tout accepté. Mais pour nous, c'était beaucoup plus dur de ne pas avoir de droits. This was the Russian front in 1942. The Germans advanced, looting, torturing, murdering as they went. The casualties ran into the millions. They had driven 1,000 miles deep into Russian territory. But Russia, with her scorched earth policy, left nothing of value behind. Wheat which could not be harvested was set afire. Bridges were blown up. Dams, railroads, power plants. Bien que l'invasion allemande se soit arrêtée devant Moscou et que les deux camps aient subi des pertes indescriptibles, plus de 225 divisions prennent part à la nouvelle offensive nazie du printemps 1942. Des millions de civils et de soldats y laissent la vie. Joseph Staline réclame aux Alliés l'ouverture immédiate d'un deuxième front à l'ouest, pour alléger la pression sur son peuple assiégé. Mais il n'y a toujours pas un seul soldat allié en Europe de l'Ouest, et cela va durer encore longtemps. Ils ne sont pas prêts. Les stratèges américains ont un plan très simple pour vaincre les Allemands. Envahir la France au printemps 1943, puis foncer sur Berlin. Mais les Britanniques craignent la précipitation. Une défaite sur la côte française, prévient Churchill, serait la seule façon pour nous de perdre la guerre. Il préférerait attaquer les forces allemandes et italiennes en Afrique du Nord. Pour les généraux américains, un débarquement en Afrique serait une diversion dangereuse et inutile. Mais les élections au Congrès approchent. Le peuple réclame des actions plus offensives contre l'Axe. Roosevelt passe outre l'avis de ses généraux. L'invasion de la France occupée est remise à plus tard. Les préparatifs d'un débarquement américain en Afrique du Nord à la fin 1942 commencent. Le général George Marshall, chef d'état-major de l'armée, écrit plein d'amertume. Mes collègues et moi-même n'avions pas compris que le chef d'une démocratie se devait de divertir la population. J'ai ressenti durant toute la guerre un sentiment de fierté. J'appartenais à quelque chose de grand. On sentait la puissance de l'armée. On sentait la puissance du convoi dont on faisait partie. Des navires de guerre qui nous entouraient. Des armes dont on était responsable.
C'était un sentiment étrange. On savait qu'on était en grand danger, mais on se sentait quand même en sécurité parce qu'on appartenait à un groupe nombreux et puissant. Au début du mois d'août 1942, le première classe Sidney Phillips de Mobile en Alabama et les 19 000 hommes de la première division de Marines quittent Wellington en Nouvelle-Zélande, en un immense convoi dont font partie les 3 porte-avions américains du Pacifique Sud. Leur cible est tellement éloignée, tellement inconnue, que certains officiers ont du mal à prononcer son nom. Mais c'était là, Guadalcanal, une île de 140 km de long, à l'est des îles Salomon, couverte d'une jungle épaisse et de cocotiers, devient brusquement l'un des points stratégiques majeurs du Pacifique. 2 états-majors se partagent la tâche de rejeter les Japonais à la mer. Le général Douglas MacArthur commande le Pacifique Sud-Ouest. Il doit faire mouvement de la Nouvelle-Guinée vers les Philippines et Formose. La mission de l'amiral Chester Nimitz et de ses Marines est plus ardue. Reconquérir les îles Salomon, les Gilbert, les Marshall, les Mariannes, les Volcano Island et les Ryukyu. Il commence par les îles Salomon. Les Japonais y ont débarqué et construisent une piste d'atterrissage à Guadalcanal. S'ils l'achèvent, leurs appareils pourront couper les voies de navigation entre les États-Unis et l'Australie, rendant impossible la campagne alliée. Les Marines, avec parmi eux Sidney Phillips, âgé de 17 ans, et devenu servant de mortier, sont envoyés pour les arrêter. Leur commandant était persuadé que ces jeunes soldats s'entraîneraient 6 mois de plus avant de partir au combat. Ils sont armés de vieux fusils, à un coup, même pas semi-automatiques. Ils n'ont que 10 jours de munitions. Et pour les envoyer au combat le plus vite possible, les réserves de ravitaillement ont été réduites de 90 à 60 jours. Les hommes l'appellent l'opération Shoestring, l'opération va-nu-pied. À l'aube du 7 août 1942, les forces d'assaut américaines passent à l'offensive pour la première fois de la Seconde Guerre mondiale. Personne ne se doute combien la bataille de Guadalcanal sera longue, meurtrière et lourde de conséquences. Le peloton de Sid Phillips fait partie de la 2e vague de Marines. On nous avait répété que ce serait le premier débarquement par bateau, se souvient-il. Et personne ne savait si c'était une bonne idée. On a pris notre courage à 2 mains, et la péniche de débarquement a vogué jusqu'à la plage. On a chargé, prêt à vaincre ou mourir, pour tomber nez à nez avec la première vague. Les gars étaient assis là, à se moquer de nous. Il n'y a pratiquement pas de résistance. Le premier blessé américain de Guadalcanal est un Marine qui s'est coupé avec une machette en voulant ouvrir une noix de coco. Les Américains s'emparent facilement du terrain d'atterrissage en travaux et le rebaptisent Aérodrome Anderson, en l'honneur d'un pilote des Marines, tué à la bataille de Midway. Ils le terminent pour leurs avions et plantent des pancartes annonçant « changement de propriétaire ». Ils ont ordre de tenir l'endroit à tout prix. L'ennemi ne doit en aucun cas le reprendre. Soudain, les Japonais attaquent. La flotte américaine au large est leur premier objectif. La marine japonaise a coulé tous les navires d'escorte.
Les Américains perdent 4 croiseurs lourds, ainsi que plus de 1800 marins. Ils auraient pu couler aussi nos navires de ravitaillement. Ils ne l'ont pas fait, c'était la nuit, et ils ne savaient pas s'ils avaient réussi. Mais le lendemain, tous nos navires avaient disparu. On était là et rien n'avait été débarqué, même pas les 10 jours de réserve qu'on avait apportés. On serait mort de faim s'il n'y avait pas eu une grosse réserve de riz japonais sur place. Les Marines se retrouvent seuls et commencent à se demander si, comme les hommes de Bataan, ils n'ont pas été abandonnés. Sans soutien naval ou aérien, ils sont mitraillés et bombardés quotidiennement. Pilonnés par les obus des bâtiments japonais et attaqués par les troupes ennemies cachées dans la jungle. On a compris qu'on était de la chair à canon, que c'était inéluctable. On savait que notre pays n'était pas encore lourdement armé. Oui, on pensait qu'on allait nous sacrifier. Vraiment. Philippe s'est envoyé avec d'autres camarades récupérer les corps des Marines tués dans une embuscade. Le lieu de l'embuscade était à 8 km. Les corps avaient été mutilés. On les avait décapités et leurs parties génitales étaient enfoncées dans leur bouche. Après ça, notre bataillon n'a plus jamais fait de prisonniers. Je ne me souviens pas que nous ayons jamais fait de prisonniers. À la fin de l'après-midi du 20 août, au bout de 13 jours d'enfer, Philippe s'entend des avions approcher et se met à couvert, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, les avions sont américains. Les Marines applaudissent, ils ne sont plus seuls. Finalement, l'oncle Sam venait quand même se battre pour ce lopin de terre. Mais à 2 heures du matin, quelques heures après l'arrivée des premiers avions américains, un commandant japonais envoie 900 hommes contre les positions des Marines, sur la rive ouest d'une rivière perdue dans la jungle. Cette rivière s'appelle l'Ilu, mais les cartes qu'on a données aux Marines sont fausses, et le féroce combat d'artillerie qui s'ensuit sera baptisé Bataille de Tenaru. À l'époque, à Guadalcanal, presque chaque nuit, il se passait quelque chose qui nous réveillait et nous empêchait de dormir. Mais cette nuit-là, c'était différent. Le monde a explosé. Les lignes se sont transformées en murs de feu. On a compris que la vraie bataille commençait. Le commandant japonais est tellement sûr de balayer les Marines qu'il écrit dans son journal « 21 août, savourer les fruits de la victoire ». Les Japonais déferlent toute la nuit, au cri de « Banzai », à mort les Marines. Les Américains ripostent, sans discontinuer. On a tué plus de 900 Japonais. Et même si on a perdu quelque chose comme 34 Marines, le moral est remonté en flèche. Pour la première fois,
La soi-disant invincible armée impériale japonaise est stoppée. Humilié, le commandant qui avait prédit la victoire se suicide. Pourtant, la bataille de Tenarú n'a rien réglé à Guadalcanal. Les renforts japonais débarquent sans cesse sur l'île et les combats continuent. C'est une guerre déroutante et perverse, faite d'embuscades et de contre-attaques. Dans un univers terrifiant, où les bombes japonaises explosent au hasard, parmi les Américains retranchés et assiégés. Certains arrivaient à le supporter, d'autres en étaient physiquement incapables. La terreur pure et simple de savoir que la prochaine bombe est pour vous. Quand ça n'a pas de fin, on a un étrange sentiment comme si on était détaché de tout. On se dit, peut-être que ça va s'arrêter ou peut-être que non. Et peut-être qu'on va tous sauter ou peut-être que non. Mais on s'en fout, on apprend à vivre avec. C'est le destin. On survivra si Dieu le veut, sinon tant pis. On n'y peut rien. Alors on finit par accepter. Le soldat Phillips fête ses 18 ans le 2 septembre. Le lendemain, il reçoit la première lettre de chez lui, depuis qu'il est parti à Guadalcanal. Il répond que c'est son plus beau cadeau d'anniversaire. Fin septembre, des renforts américains parviennent enfin à débarquer. Mais les visites nocturnes des bâtiments rapides japonais, surnommés le Tokyo Express par les Marines, fournissent aussi vivres et renforts aux troupes terrestres de l'ennemi. Par deux fois, les Japonais déterminés à reprendre l'aérodrome Anderson lancent des assauts de grande envergure. Par deux fois, les Marines les repoussent. Des milliers de Japonais sont tués. Semaine après semaine, la bataille de Guadalcanal s'éternise. Le 12 novembre, la marine japonaise déclenche une dernière grande offensive visant à renforcer ses troupes et à déloger les Américains. Une flotte américaine beaucoup moins puissante se porte à sa rencontre. La bataille navale va durer 3 jours et 3 nuits. On voyait les salves et les obus tirés par les bateaux fendre l'air comme des bestioles lumineuses. On voyait les navires exploser. On ne savait pas s'ils étaient américains ou japonais. On ne savait pas qui gagnait et qui perdait. Parfois, quand un bateau sautait, le souffle faisait claquer nos vêtements, même si on était à des kilomètres de là. Mais on savait que c'était notre sort qui se décidait. Et on restait là, tétanisés et horrifiés par ce qui se passait, car des milliers de marins étaient en train de mourir dans un camp comme dans l'autre. 5000 marins américains laisseront leur vie dans la bataille navale de Guadalcanal. À nouveau,
l'énormité des pertes est cachée à la population. Parmi les morts, 5 frères de Fredericksburg, en Iowa, qui servaient tous sur le croiseur Juno. Joseph, Francis, Albert, Madison et George Sullivan. Mais le Japon a perdu 2 cuirassés, 23 navires de combat, 600 avions et des milliers de marins et d'aviateurs. Et ce qui compte le plus aux yeux de Sid Phillips et des hommes de Guadalcanal, l'ennemi ne peut plus ravitailler ses troupes sur l'île. Les Japonais poursuivent le combat, mais il est évident que les Américains finiront par gagner. Ce n'est qu'en février 1943 que les derniers soldats ennemis qui n'auront pas choisi le suicide finiront capturés. 21 000 Japonais sont morts. Guadalcanal est une victoire cruciale. Il aura fallu 6 longs mois aux Américains pour apprendre à battre les Japonais, non seulement dans les airs et sur mer, mais dans la jungle, où durant les 3 années qui suivent, les combats ne feront que s'intensifier. Les voies maritimes alliées à destination de l'Australie restent libres. Et ce n'est pas tout. Les forces américaines et australiennes ont également pris les plus importantes places fortes japonaises de Nouvelle-Guinée. L'expansion japonaise est contenue. Quand on a quitté Guadalcanal le 22 décembre 1942, on y était depuis le 7 août. Tout le monde avait perdu au moins 10 kilos. Nos vêtements étaient en loques. On était couverts de plaies. Et on avait failli mourir de faim 2 ou 3 fois. On ne s'est pas rendu compte de la situation désespérée des Marines à Guadalcanal parce que les infos ne disaient rien. Ce n'est que des années plus tard, quand Sidney est rentré, qu'on a appris qu'il n'avait eu que des têtes de poisson et du riz à manger. Et lui, il ne pesait plus que 55 kilos quand il a été évacué. Plus de 1700 Américains sont morts à Guadalcanal. 4700 ont été blessés. Et des milliers d'autres sont tombés gravement malades. Sid Phillips a survécu. Mais pas son oncle Charlie, un pilote de l'aéronaval, opérant depuis l'aérodrome Anderson. Quand on a perdu Charlie, la réalité nous a rattrapés. Dans le quartier, les disparitions avaient commencé. Le garçon du coin, qui était pilote dans l'aéronaval, avait été tué. Celui du bout de la rue était dans l'armée de l'air et il était porté disparu. Il y avait de plus en plus de décès autour de nous. Ma mère passait son temps à rendre visite aux autres mères pour les consoler. C'était une époque effrayante. Vraiment. On ne s'attend pas à voir mourir des gens de son âge. Ce sont les vieillards qui meurent. Et puis on voit ceux de sa génération mourir. Par conséquent, on finit par envisager d'y passer aussi. Jusqu'ici, l'Auvergne dans le Minnesota a eu de la chance. Pas une famille n'a perdu un fils à la guerre.
Mais à Sacramento, Madame Lillian Cole est informée que son fils David est mort sur l'USS Arizona, à Pearl Harbor. Le gouvernement lui demande pour le moment de garder secret le nom du bâtiment sur lequel il servait. Un autre habitant de Sacramento, l'aviateur Tom Burke, est mort durant une mission d'entraînement à Porto Rico. Son frère Earl est effondré. À Waterbury, la famille du Marine Albert Boulanger apprend qu'il a été tué à Guadalcanal, non loin de là où se battait Sid Phillips, de Mobile. Glenn Frazier est toujours prisonnier des Japonais. Mais en Alabama, la jeune fille qu'il aime a changé d'avis. À présent, elle attend son retour.